à tous et à toutes, et puis à ceux qui déjà nous ont suivis dans la première session, et on accueille évidemment, éventuellement, ceux qui nous prennent en marche. Nous avions déjà vu dans la session précédente quel était le marché des croisières à l'échelle internationale et méditerranéenne, et quels étaient les ports qui nous intéressaient, ainsi que les sociétés d'armateurs. Mais maintenant, à partir de cette nouvelle session, nous devons entrer plus directement dans le vif du sujet d'Itinéra, dans le cadre, évidemment, de ce grand interreg maritime qui regroupe, je le rappelle, plusieurs territoires transfrontaliers, plus particulièrement les départements du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse du côté français, et de la Ligurie, de la Toscane, de la Sardaigne du côté italien. Eh bien, en effet, la question qui se pose maintenant, après avoir eu quelques idées sur les cibles de croisiéristes et de clientèle, c'est de voir d'une façon plus précise quelles sont les demandes des croisiéristes aujourd'hui et quelles sont les exigences des armateurs. Car il va falloir, dans ce projet Itinéra, relier les deux, qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, premier élément, c'est les tendances que nous constatons à l'échelle internationale, et plus particulièrement en Méditerranée. Nous voyons que beaucoup de clients nous disent, voilà, aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est la passion, c'est l'émotion. En somme, on veut vivre, quoi. Hein. C'est aussi la durabilité, c'est-à-dire, dans le fond, le respect de l'environnement, voire des produits locaux. Les produits locaux, les connaître, pourquoi pas participer, d'ailleurs, à certains de ces produits locaux, comme nous le verrons par la suite, aussi bien du côté français que du côté italien. Faire des rencontres avec les acteurs locaux, avoir des échanges culturels, et puis où, avec qui, vous voyez toutes les questions que ça pose, ce sont des grandes tendances. Hein. Et ces tendances-là, on les retrouve de plus en plus sur le marché touristique en général, et parmi les croisiéristes en particulier. Voyons un petit peu comment répondre à ces quelques premières approches. Là, je voudrais signaler quelque chose de particulier. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle, moi, un petit peu l'arbre des sens, si vous préférez, les désirs et les pratiques. C'est ce que nous étudions quand j'étais le responsable du pôle d'ingénierie appliquée au tourisme à la Sorbonne. Nous travaillions beaucoup sur ces problématiques-là et comment relier, si vous voulez, tout ce que nous voyons là, les émotions, la passion et autres. Et regardez, si je prends un exemple, hein, les produits locaux, on peut les goûter, mais on peut aussi avoir de l'émotion pour ces produits locaux, qui ne sont pas seulement alimentaires. On peut avoir de la passion pour les lieux que l'on visite. Et en effet, les désirs et les pratiques sont toujours intimement liés. Heureusement pour nous, car ça sauve le tourisme en général, et ça valorise notamment les territoires qui sont près des ports et qui sont à l'intérieur d'Itinéra. Car en effet, je dis souvent qu'il n'y a rien à faire, quoi. Il faut qu'on débarque pour aller voir les choses, pour rencontrer les gens. La virtualité, ça peut marcher lorsqu'on prépare son voyage, mais il n'y a pas de virtualité sans réalité touristique directe sur les terrains. Et n'oublions pas non plus que nous avons des nationalités différentes. C'est logique, hein, je ne vous apprends rien du tout. Alors, il faut penser que les documents et tout ce qu'on va proposer, il faut que ce soit en langue étrangère aussi. Il faudra donc, quand on cible les clients, non seulement savoir quels sont ceux qui veulent participer à cette passion commune, hein, il faut aussi que ça corresponde à leur langue d'origine et essayer donc de cibler par groupe de 20-25 personnes, de rassembler les gens en fonction des langues d'origine. Nos propositions, ce sont des propositions expérientielles, comme vous le voyez là. Expérientielles, pourquoi? Parce qu'on va faire des expériences. Au-delà des émotions, des passions, etc., c'est des expériences. Et des expériences de terrain, des expériences directement avec les populations locales. Alors nos itinéraires, que nous avons d'ailleurs, nous le verrons plus tard, identifiés, vous verrez que nous verrons que là-dedans, nous avons effectivement des clés particulières pour répondre à ces propositions expérientielles. Un problème économique qu'on ne peut pas laisser de côté, en effet, c'est que tout ça c'est bien, mais ça a un coût. Alors, quelle est la classification par âge et par pouvoir d'achat des touristes que nous retrouvons non seulement en Méditerranée, mais dans le monde? Mais ici, vous voyez, c'est un classement, si j'ose dire, que nous avons réalisé à partir des données des Nations Unies, bien entendu, mais de nos études directes
sur les parcours qui nous intéressent et sur les croisières qui nous intéressent. Alors, je rappelle d'abord ceci, c'est que sur le plan économique, les touristes aujourd'hui, en moyenne, dépensent combien d'euros par jour? Ah, ça c'est capital. Eh bien, la dépense moyenne, elle est entre 175 et 200 euros par jour. Je m'explique. Là-dedans, évidemment, nous prenons, c'est une moyenne, nous prenons les coûts de transport, les coûts d'hébergement, bref, les indicateurs, je dirais, traditionnels qui existent, hein, et ça s'appelle, en économie, une échelle d'élasticité. Alors, l'échelle d'élasticité, ça veut dire quels sont les touristes qui sont prêts à dépenser beaucoup et pas beaucoup. Alors, ceux qui dépensent pas beaucoup par jour, c'est ceux qui se limitent à 50 euros. Ceux qui dépensent en moyenne jusqu'à 175, c'est déjà au-dessus. Et puis alors, ceux qui sont prêts à dépenser 350 euros jour pour faire du tourisme, voire faire des excursions, alors y compris, il n'y en a pas des masses. Je rappelle que si on fait la comparaison des échelles d'élasticité des dépenses dans le domaine du shopping, dans le domaine de l'automobile, évidemment, on a des échelles d'élasticité beaucoup plus larges. En tourisme, n'oublions jamais que nous vendons d'abord des prestations et du rêve et des services. Pour la classification par âge, la voici, elle est très, très classique, très traditionnelle. Hein. Nous avons donc 12% de 16-24 ans. Voilà. Là, je parle de plus en plus des croisières. Hein, là, voilà. Nous voyons que les 25-30 ans, c'est 8%. Et nous, notre marché des croisières, il commence surtout au-delà de, j'allais presque dire, de 40 ans, puisque le gros paquet des croisiéristes se trouve là, quoi, finalement, entre 40 et troisième âge, enfin, en tout cas plus de 60 ans, qui représente quand même 24% encore. Donc, qui est motivé là-dedans? Il est évident que nous avons des individuels, des personnes qui sont plus âgées, mais en même temps qui peuvent amener avec eux des jeunes, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, il faut bien se rendre compte de cette classification. Et cette classification, là aussi, quelque chose de particulier, c'est que c'est vrai qu'on trouvera plus facilement des gens qui dépensent entre 50 et 100 euros ou 150 euros au jour dans les parties de tranches d'âge élevées. Les armateurs. Ah, quelles sont les contraintes incontournables des armateurs? Alors les armateurs, eux, d'abord, la première contrainte, c'est le port. Et oui, il y a un port. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait Gênes, Cagliari, Bastia, Ajaccio, Toulon. Bon, tous ces ports ont des structures particulières, nous en parlerons. Et donc, la première des choses pour l'armateur, c'est, moi, j'ai un port, c'est un port d'attache, c'est un port d'escale, c'est un port d'embarquement, c'est un port de débarquement. Donc, pour l'armateur, il est très important d'avoir un terminal avec des structures qui permettent ensuite de pouvoir faire descendre des passagers, embarquer des passagers et proposer aussi des excursions. D'ailleurs, vous savez aussi bien que moi que les armateurs proposent des excursions. Mais je me permets de dire que nous, dans Itinera, ce n'est pas de proposer exactement les mêmes excursions. Sinon, à quoi servirait Itinera? Non, dans l'intérêt maritime, il faut bien savoir que le fil directeur pour nous, c'est d'avoir un impact pour les terres intérieures, pour les terres environnantes, hein, puisque notre propos, ce n'est pas de proposer des croisières, nous. C'est au contraire de proposer aux gens qui sont en mer de faire des découvertes à terre. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par l'accueil pour nous, ça passe par l'accueil pour les gens du port. Il y a des services portuaires qui sont, par exemple, non seulement des lieux de débarquement, mais des services de transport interne au port. Il y a des problèmes d'accessibilité au port. Tout ça, ça tourne autour, hein, aussi bien des armateurs que des agents portuaires. Et puis pour nous, c'est important, puisque les excursions que nous allons proposer, eh bien, elles ne peuvent pas se faire sans les accessibilités techniques, sans les accessibilités routières, sans les services, sans l'accueil, sans les structures. Donc, tout cela, je dois dire, sont des contraintes qui sont à la fois pour les armateurs et pour nous, mais surtout, attention, il y en a une qu'il faudra impérativement respecter, ce sont les horaires. Car les horaires, alors là, pas question d'arriver 2 heures après l'horaire d'arrivée des croisiéristes, pas question surtout, au retour, de faire attendre le navire si ce navire doit démarrer, quoi. Ça ne peut pas marcher. Hein. Donc c'est très important de savoir que ce sont des contraintes sûrement que vous connaissez parmi beaucoup d'entre vous, mais je les rappelle parce que sinon tout ça, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, en parenthèse, hein,
il y a 3 éléments clés dans le tourisme, quelle que soit la cible. C'est que, 1, pas de transport, pas de tourisme. Hein. Eh oui, hein. Et pas d'eau, pas de tourisme. Et puis pas de service, pas de tourisme. Donc toutes ces contraintes-là, il faudra y penser lorsqu'on va être à la mise en place, si j'ose dire, de nos fameux itinéraires. Maintenant, quels sont les ports de croisière? Une typologie. Une typologie très simple, locale. Il y a des ports d'embarquement, de débarquement. Bon, ça, Gênes, alors on est en plein dedans, là, hein, évidemment. Gênes, c'est le grand port de notre itinéraire, où les gens peuvent embarquer, débarquer. C'est vrai aussi pour Savone, ça dit au passage, c'est vrai pour Savone. Donc, là, le problème, c'est on ne va pas avoir des gens, nous, qui vont faire des excursions lorsqu'ils vont embarquer. Hein. Par contre, lorsqu'ils débarquent, oui. Ce qui veut dire qu'il faut travailler sur les 2 aspects. Je m'explique. Si des gens embarquent à Gênes, ben, on ne va pas leur proposer là lorsqu'ils embarquent. Sauf si peut-être, ils vont aller faire escale à Toulon. S'ils vont faire escale à Nice. Alors là, oui. Donc, vous voyez le problème. Hein, c'est que, d'une part, il faut avoir des propositions pour des gens qui embarquent et qui vont faire escale. Et donc, il faut bien se renseigner sur des ports d'itinéraire. Et inversement, prévoir des propositions pour les gens qui arrivent d'ailleurs, qui viennent de Toulon ou d'ailleurs, et qui viennent à Gênes, donc, ou à Savone. Donc c'est vrai pour tous les ports, ce que je suis en train de dire. Mais les grands ports d'embarquement, débarquement, voilà, là nous avons vraiment deux approches, 2 propositions en fonction du fait que les croisiéristes arrivent ou tout simplement qu'ils débarquent. Alors après, nous avons là-dedans des clients individuels, nous avons des groupes, hein, nous avons des ports d'escale, nous avons des ports d'attache. Alors les ports d'escale, Nice en est un exemple. Hein, Nice est un port d'escale. D'ailleurs, on dit Nice, mais c'est Villefranche-sur-Mer, hein, je précise au passage. Hein. C'est la rade de Villefranche-sur-Mer. Ce n'est pas tout à fait le port de Nice, mais dans le port de Nice aussi, il y a effectivement des navires plus petits. Donc dans ces ports d'escale, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on leur propose lorsqu'ils arrivent en escale? Pour les ports d'attache, il y a certains ports d'attache qui sont par exemple des ports je dirais comme on a, c'est le cas sur la Côte d'Azur, Antibes, ou encore Saint-Raphaël, dans certains ports d'attache plus limités, bien entendu, hein, ou Toulon. Hein, et puis là-dedans, alors surtout, bon, certes, clients individuels, mais surtout, on a des groupes clients individuels, mais surtout, alors c'est essentiel, c'est que nous avons des croisiéristes à qui on va proposer des itinéraires expérientiels, c'est-à-dire des expériences nouvelles, des expériences qui vont répondre à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire aux exigences aujourd'hui, les tendances qui sont des tendances environnementales, des tendances qui sont des tendances effectivement d'expériences locales, produits et autres, qui sortent un peu des sentiers battus, quoi. Or, la question pour vous, c'est, à l'heure actuelle, quels sont vos clients? Dans quel port travaillez-vous? Est-ce que ça correspond un peu à ce que nous sommes en train de dire ici? Est-ce que Itinera va vous apporter de nouveau, quoi, parce que si c'est pour reprendre ce que vous faites déjà, évidemment, on n'aurait peut-être pas besoin de nous. Mais nous allons voir que Itinera, justement, c'est d'aller encore plus loin. Mais c'est un rappel tout de même de tous ces éléments clés de départ. Alors, voyons un exemple. Le port de Toulon. En port de Toulon, vous voyez, j'ai mis en couleur le môle de croisière. Parce que Toulon, il y a un port militaire, il y a un port de commerce. Et vous voyez en couleur, c'est le môle de croisière qui existe déjà. Vous voyez les types de navires qu'on peut mettre, des navires plus gros, des navires plus petits, voire des yachts. Et déjà, à Toulon, nos amis de la Chambre de commerce du Var proposent déjà des excursions. Hein. Il y a des excursions qui sont faites. Donc, je ne dis pas que Itinera va tout inventer, c'est pas ça. Mais nous verrons surtout que la différence par rapport à ce qui se fait peut-être aujourd'hui, c'est que les lignes directrices d'Itinera que nous verrons plus loin, c'est là que nous aurons des exigences particulières. Hein. Alors c'est intéressant de voir que voilà, le port de Toulon, il est vraiment très bien équipé. Hein. Bon, il ne peut pas recevoir autant de navires que Marseille, mais ce n'est pas trop le problème, car nous cherchons, nous l'avons dit, des groupes qui sont des groupes limités à 15-20 personnes. Un autre exemple, c'est le port de Nice-Villefranche-sur-Mer. Alors je dis Villefranche-sur-Mer parce qu'on dit Nice, bien sûr. Vous voyez peut-être tout à fait en bas, là, sur la partie droite, apparaître un petit peu le port de Nice, qui est un port finalement assez petit. Il faut dire que le Nice, dans son histoire, n'a jamais eu une grande, comment dirais-je, une grande passion maritime. Ça date de quelques années, quoi.
Et en réalité, les navires de croisière, on les trouve surtout, les plus gros naturellement, juste à quelques encablures dans la rade de Villefranche, qui est une rade fermée, protégée, et il faut débarquer les touristes. Alors là, je crois qu'effectivement, les projets d'itinéraire sont importants. Pourquoi? Parce que déjà, il faut motiver les gens. Hein. Il faut savoir qu'il faut des navettes pour amener les gens sur Terre. On n'est pas directement sur un quai, à l'exception du vieux port de Nice, qui, je répète, effectivement, peut là aussi avoir quelques croisiéristes qui débarquent à Nice. Mais je dis bien que là, nous avons un travail intéressant à faire parce que, d'après nos propres enquêtes, nous sommes aperçus qu'au-delà des excursions classiques que font les gens à Cannes, à Saint-Tropez et autres, ils sont très intéressés par la découverte du territoire. Et ce territoire niçois en particulier, maralpin, je dirais, a des authenticités à faire connaître, et notamment, nous le verrons, en termes de culture et d'énogastronomie. Nous, on a voulu mettre un petit peu, par ailleurs, vous voyez sur la partie gauche, quels sont les services de transport à disposition. Alors, il y a évidemment les voitures, des parkings, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bus, nous avons même des trains, des taxis. Il y a donc une concentration de moyens de transport. Et nous savons que pour les itinéraires, pour la mobilité dont je parlais précédemment, c'est très important de savoir comment on va régler ce problème, car il faudra effectivement régler le problème entre les horaires, le temps de débarquement et autres, les temps de transport et puis surtout les temps d'expérience sur terrain. Voilà donc un certain nombre d'éléments essentiels, je le rappelle, hein, toutes les exigences, toutes ces tendances et en même temps la connaissance technique des ports, de la façon dont on doit gérer les liens entre clients, tour opérateurs et ports. Et par conséquent, vous voyez, tout cela nous amène bientôt, pour la prochaine session, la prochaine leçon, à des choses encore beaucoup plus précises, beaucoup plus fondamentales, avec des offres encore plus particulières. Merci.